nous retrouvons pour évoquer ensemble la première partie du cours sur la conscience morale. La conscience morale est-elle un signe de vigueur ou bien de maladie? Alors, en fait, dans un premier temps, il me semble indispensable d'aborder la notion de devoir moral. Donc, grand 1, le devoir a-t-il un fondement rationnel? Dans cette partie, beaucoup parlé d'Emmanuel Kant. Il faut, quand on est en terminale et qu'on se présente au baccalauréat, il faut connaître la théorie, enfin, l'analyse kantienne du devoir. Kant, d'ailleurs, entre parenthèses, n'a pas inventé une théorie morale. Hein, il s'en défend très explicitement, mais il fournit une analyse de la notion de devoir qui est absolument exemplaire. C'est une analyse vraiment très poussée. Il ne prétend pas inventer ce que c'est que le devoir, mais simplement dire en termes conceptuels, en termes philosophiques, ce que c'est que le devoir, qui après tout est une expérience que chacun fait dans sa vie, hein, quand il a le sentiment qu'il n'a pas le droit de faire ceci, pas le droit moralement de faire telle chose ou telle autre. Voilà. Alors, donc, dans un premier temps, on va poser la question du fondement du devoir. Quel est le fondement du devoir? Alors vous voyez, j'ai mis là le plan du cours avec à gauche les titres des sous-parties et à droite le contenu résumé des sous-parties. Voilà. Bon, alors, si vous voulez, la thèse en fait que je voudrais soutenir, c'est que le devoir a un fondement autonome. C'est ça la grande spécificité de l'analyse kantienne de la notion, hein, c'est que le devoir a un fondement autonome. Enfin, même, allons plus loin, le devoir a un fondement autonome, le devoir est l'expression de la raison, le devoir prouve la liberté humaine, d'ailleurs c'est la seule preuve que nous ayons de la liberté humaine, ce qui semble totalement contradictoire, hein, mais vous allez voir que c'est vraiment le génie conceptuel de Kant hein, d'arriver à montrer en fait cela. Et quatrièmement peut-être, que le devoir donne une valeur absolue à l'existence humaine. Voilà. Donc voilà en gros le déroulé du grand A. Alors, si vous voulez, quand je parle de devoir ici, je n'entends pas par là le devoir au sens d'un devoir légal. C'est-à-dire que, bon, je sais pas, si je vais prendre ma voiture, voilà, demain pour aller tranquillement faire du lèche-vitrine dans le centre-ville de Figeac et que les forces de l'ordre m'arrêtent et me disent Monsieur Chancerelle, savez-vous que vous n'avez pas le droit d'être là, vous devez rentrer chez vous. Bon, c'est un devoir légal, un devoir aux yeux de la loi. Mais par exemple, je vais peut-être obéir parce que j'ai peur d'avoir une amende de combien d'euros. Mais un devoir moral, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que quand on parle d'un devoir moral, on parle de quelque chose qui nous oblige, indépendamment de toute sanction, indépendamment de toute menace, de tout châtiment, de toute punition. C'est-à-dire qu'ici, il y a des choses qui ne sont pas punissables par la loi, mais qui nous obligent tout de même. Bon, par exemple, si je vois quelqu'un se noyer dans le Célé, bon, je peux décider d'aller faire quelque chose parce que j'ai peur d'être ensuite accusé de non-assistance à personne en danger. Bon. Donc là, la loi m'y oblige. Mais je veux dire, indépendamment de la sanction légale, je suis obligé moralement de faire quelque chose. C'est-à-dire que même si, par exemple, je pouvais être certain de n'avoir aucune conséquence fâcheuse au point de vue judiciaire, je serais quand même obligé moralement de faire quelque chose. Voilà, c'est ça le sentiment du devoir. C'est-à-dire qu'en fait, le devoir n'est pas simplement un phénomène juridique, il a en fait un fondement, un autre fondement. Et donc toute la question, c'est de savoir quel fondement. Est-ce que c'est un fondement religieux, un fondement légal, politique, un fondement sociologique, un fondement psychologique? C'est ou affectif, c'est la question. Et alors, si on attendez, je vais commencer. Malheur que je fais. Non, je vais commencer d'abord par le deuxième point, fondement politique ou légal, puisque donc, je viens de l'évoquer. Bon, alors, vous voyez,
Ici, le fait que, par exemple, il y ait certaines de nos obligations qui soient sanctionnées par la loi, bon, c'est une réalité, mais cela suffit-il pour en faire des devoirs au sens moral du terme? Non. C'est-à-dire que, bon, d'une part, il y a certaines obligations légales qui n'ont rien de spécifiquement moral. Le fait de rouler à droite plutôt qu'à gauche, bon, c'est une convention. Il y a comme ça dans les lois beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la convention et qui n'ont pas véritablement de valeur légale. Et puis plus profondément, lorsque nous faisons une action simplement par souci de légalité, voire par peur du châtiment, cette action n'a pas un sens spécifiquement moral, d'accord? C'est une action de bon citoyen ou d'homme prudent ou de femme prudente, mais cela n'est pas quelque chose de particulièrement, enfin, spécifiquement moral, une valeur particulièrement morale. Voilà. Suivre les lois, poursuivre les lois, pour éviter toute mesure de rétorsion des forces de l'ordre, cela n'a rien à voir avec la morale. Cela existe évidemment, mais c'est autre chose. Faire son devoir, c'est autre chose. Alors, parlons à présent de l'hypothèse du fondement religieux ici. L'hypothèse du fondement religieux, ce serait que voilà, les hommes fassent leur devoir parce que Dieu l'a dit. Dieu a dit qu'il fallait ne point mentir, ne point tuer, ne point convoiter la femme de son voisin, ne point, etc. Bon bref, enfin, je sais pas, mettons par exemple quelques-uns des commandements du décalogue, c'est la loi mosaïque, la loi de Moïse. Bon, bien sûr, il y a des religions qui imposent un certain nombre de conduites, et il y a effectivement des hommes et des femmes qui obéissent à ces conduites par crainte de Dieu, parce que Dieu l'a dit, parce que sinon, je sais pas, on ira peut-être en enfer, on sera puni, ou alors Dieu nous poursuivra de sa colère, de sa vengeance. Bon. Soit, tout cela existe. Il y a des tas de gens qui raisonnent ainsi, qui vivent ainsi. Mais avoir une conduite morale, ce n'est pas cela. C'est-à-dire que si vous êtes bon envers vos semblables, vous êtes charitable envers les malheureux, vous êtes secourable envers les faibles, uniquement parce que vous avez peur du jugement dernier, parce que vous avez peur du bon Dieu, bon, vous ne faites pas quelque chose de mal. C'est très bien si vous aidez les gens autour de vous. Mais enfin, cela n'a pas de valeur morale. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'une action ait une valeur morale absolue, il faut qu'elle soit faite pour elle-même. Non pas en vue d'un avantage, en vue d'éviter la prison, d'éviter l'enfer, d'éviter la mauvaise réputation. Bon, non, en fait, une action, pour qu'elle ait une valeur morale, il faut qu'elle soit voulue pour elle-même. C'est-à-dire que l'action est un fondement autonome et non pas religieux ou politique ou légal. Venons-en au fondement sociologique. Vous avez peut-être compris à peu près la logique de tous ces arguments. C'est toujours la même. Hein. C'est-à-dire que, bon, effectivement, d'un point de vue sociologique, certainement que notre inscription dans une société donnée a une importance, que nous reproduisons en grande partie ce que nous avons appris à faire, que quand nous avons appris de nos parents qu'il ne fallait pas faire ceci, qu'il fallait faire cela, bon, nous avons tendance à considérer que c'est important, oui, peut-être, mais enfin, ce n'est pas cela la morale. Par exemple, la maxime de la morale, c'est pas ça se fait ou ça se fait pas. Il y avait au moment des attentats de Charlie Hebdo, il y avait comment ça s'appelle, un strip très drôle de Riyad Satouf. Vous savez, le dessinateur, caricaturiste, dessinateur de presse, qui a écrit une série de tomes intitulée La vie des jeunes. Et c'est des scènes entendues, en fait. Et donc, au moment des attentats, effectivement, les gens étaient complètement sidérés, évidemment. Et il entend la conversation suivante d'un passager du métro qui dit à son interlocuteur au téléphone ah ouais, non, ça se fait pas. Ah non, tuer les dessinateurs de Charlie Hebdo, enfin les journalistes de Charlie Hebdo, ah non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Et en fait, c'était une façon pour lui de montrer l'incapacité finalement de certaines personnes à comprendre l'impossibilité morale. C'est en fait que ça ne se fasse pas. C'est pas une question que ça se fasse ou que ça se fasse pas. Enfin, c'est pas que c'est une habitude. Oui, on a l'habitude dans nos sociétés d'aller égorger les
caricaturistes ou les journalistes, donc ça se fait. Ah non, on n'a pas l'habitude, donc ça ne se fait pas. Non, en fait, c'est pas sociologique, c'est-à-dire qu'il y ait des habitudes dans une société, c'est une chose, mais que cela détermine ce qui est bien et ce qui est mal, non, c'en est une autre. Enfin, je veux dire, sinon, comment aurait-il pu arriver qu'un jour, par exemple aux États-Unis, il y ait des gens dans les années 50, 60, pour dire bon, dans notre société, effectivement, il se fait que de temps en temps, on aille pendre des noix aux branches des arbres. Euh, non, en fait, il y a eu des gens pour dire que cela se faisait, mais que cela n'était pas admissible. C'est-à-dire que même si sociologiquement il y a des choses qui sont admises, eh bien, du point de vue de la morale, on ne peut pas les admettre. Et de la même manière, ben voilà, en fait, tous les combats d'avant-garde, que ce soit bon la lutte pour les droits civiques en faveur des Noirs américains, que ce soit la lutte pour le droit des femmes, ou que ce soit, enfin finalement, toute autre lutte d'ordre civique, elle consiste toujours dans le même principe. Il y a certaines habitudes qui sont socialement admises, mais qui ne sont pas acceptables du point de vue moral. Par exemple, la sujétion des femmes à leur mari, père, frère, etc. C'est certes une pratique totalement admise dans la société, mais ce n'est pas quelque chose que nous devons accepter. Voilà. Donc en fait, si la morale avait uniquement un fondement sociologique, la morale se contenterait, de toujours reproduire les mêmes fonctionnements séculaires et n'évoluerait jamais. Or c'est faux. On voit bien que nos sociétés évoluent parce que, bon, bah, voilà, à certains moments, on considère qu'il y a des choses qui se font, mais qui ne sont pas admissibles. Voilà, c'est pour cela qu'il me semble que la morale est quelque chose qui n'est pas dépendant de l'état de la société. En cela, je dois bien manifester un peu personnellement mon incompréhension face à, par exemple, il y a une thèse très célèbre, la thèse de Max Weber, hein, pardon, je voulais dire de Durkheim, d'Émile Durkheim, sur la moralité. Il explique que la morale, en fait, n'est jamais que le condensé, le précipité des pratiques sociales. Et que finalement, bon, bah, dans le champ de la société, il y a des actions qui sont connotées comme admissibles et d'autres comme inadmissibles, et c'est cela qui définit les tables de la morale. Bon, il me semble que la morale, en fait, a souvent à entrer en lutte avec les fonctionnements sociaux, hein, et non pas à être simplement en soumission des fonctionnements sociaux, enfin, comme la traduction, l'expression des fonctionnements sociaux. Voilà. Dernière hypothèse, bon, on va peut-être traiter rapidement le fondement affectif ou pathologique. C'est-à-dire que il y a évidemment des tas de gens qui considèrent que leurs devoirs sont liés à ce qui va plaire ou ce qui va déplaire, ce qui va leur procurer un sentiment de bien-être ou de mal-être. Bon, il me semble évident que la morale n'a rien à voir avec cela. Enfin, même si, bon, peut-être que parfois, enfin souvent, peut-être, je sais pas, on a le sentiment de faire ce que l'on doit faire parce que quelque part, voilà, papa et maman me l'ont appris quand j'étais enfant et que symboliquement, je veux pas leur déplaire, parce que je craindrais, par exemple, c'est un peu la thèse freudienne, parce que je craindrais de perdre leur affection. C'est la thèse du surmoi, hein, finalement, le surmoi chez Freud fonctionne à travers, comment dire, comme une sorte de chantage un petit peu inconscient à la perte de l'amour parental. Si tu transgresses les interdictions édictées par le surmoi qui d'ailleurs ne fait rien d'autre que condenser les interdits sociaux, hein, vous voyez que la quatrième hypothèse il y a la troisième, hein, si jamais tu désobéis aux injonctions du surmoi, tu vas perdre l'amour de ce moi idéal que tu as forgé, d'après l'image de tes parents. Donc, bon, d'une certaine façon, voilà, tu vas perdre l'amour de tes parents. Alors, et je suis convaincu, bien sûr, que beaucoup de gens raisonnent ainsi, vivent ainsi, nous tous probablement. Mais il me semble que lorsque c'est le cas, nos choix, nos actions, nos comportements n'ont pas de valeur morale spécifique, hein, de valeur spécifiquement morale. Il me semble au contraire, si vous voulez, qu'une action qui présente une véritable valeur morale, c'est une action libre.
une action qui est voulue pour elle-même et non pas en vue de ses conséquences. En tout cas, c'est la thèse que Kant défend, et il me semble là-dessus qu'il a parfaitement raison. Une action, enfin, peut avoir une multitude de motivations possibles, hein, bien sûr, mais quand il se cache un mobile d'ordre affectif, pathologique, sociologique, religieux, l'action n'a plus une valeur spécifiquement morale. Voilà. Bon, alors, du coup, avançons, passons au petit 2, le devoir l'expression de la raison pratique. Kant affirme très clairement que en fait le fondement autonome du devoir signifie que le devoir en fait a un fondement rationnel, hein, c'est-à-dire que lorsque nous agissons par devoir, c'est parce qu'au fond nous obéissons à la raison, nous entendons la voix de la raison. Alors ici, je l'ai pas mis je vais le mettre dans le résumé, il y a une distinction absolument cardinale à rappeler dans, je crois, tous les sujets qui concernent la notion de devoir, la distinction entre agir par devoir et agir conformément au devoir. Alors, je tape ça et j'explique. Alors, agir conformément au devoir, c'est produire une action qui donc ne contrevient pas à la moralité, mais qui n'est pas voulue par elle-même. Agir par devoir, c'est agir pour le principe. Je prends un exemple qui va, je crois, être très clair. Si voilà, vous vous promenez dans les rues malfamées de Figeac la nuit et que un jeudi soir, et que là vous passez devant une de ces ruelles obscures fréquentées par les malandrins, et que vous voyez un malheureux maltraité par une bande de skinheads avinés. Bon, et donc là vous vous dites, enfin, je dois faire quelque chose, je dois intervenir. Et vous hésitez quand même un petit peu parce que ils sont quand même un peu mal intentionnés, malveillants, mal lunés. Et tout d'un coup, vous apercevez que le malheureux est le petit frère de cette personne si intéressante que vous avez, une jolie jeune fille ou un beau jeune homme, que vous avez déjà rencontré. Et donc là, évidemment, vous retrouvez votre héroïsme et vous arrivez à « Malheureux, que faites-vous? Rentrez chez vous !» etc. Bon, alors vous voyez qu'ici, vous avez agi non pas par devoir, mais conformément au devoir. Bon, ce qui est pas si mal, je veux dire, en soi, bon, voilà, si vous intervenez pour sauver quelqu'un qui est en train de se faire malmener, c'est bien, c'est très bien, mais c'est pas une action morale. Enfin, si vous le faites pour vous faire bien voir, pour vous faire remarquer d'une personne qui vous intéresse pour X raison, cela n'est pas une action proprement morale. Une action proprement morale, c'est une action en fait qu'on fait pour le principe, c'est-à-dire quand on agit par devoir, non pas en vue d'autre chose, mais pour le fait même, pour le principe même. Voilà, c'est ça une action morale. Alors, en quoi cela serait-il quelque chose de rationnel? Ici, pardon, Kant en fait prend position dans un débat qui est tout à fait central au XVIIIe siècle. Est-ce que la raison nous commande uniquement d'agir par intérêt, ou est-ce que la raison peut nous commander d'agir de façon désintéressée? Rousseau, par exemple, dont on parlait dans l'introduction, estime que la raison, en fait, est une faculté qui est intéressée, et que en fait c'est le sentiment qui nous fait agir de façon désintéressée, le sentiment de la pitié. Bon. Alors que la raison est calculatrice et nous fait agir uniquement lorsque cela regarde nos intérêts. Bon. Et ici, Kant a, je crois, une façon de traiter le problème qui est plus subtile, en expliquant qu'en fait, la raison intervient dans la moralité, parce que la raison n'est pas seulement une faculté théorique qui commente, enfin qui statue sur ce qui est, mais la raison est également une faculté pratique qui nous demande d'agir d'une certaine façon. Tantôt, la raison nous demandera d'agir
par rapport à une certaine fin, et tantôt, c'est-à-dire qu'elle sera à ce moment-là, elle s'exprimera sous la forme d'un impératif hypothétique, et tantôt la raison nous commandera d'agir en fait pour le principe. Ce sera à ce moment-là un impératif catégorique. En fait, hypothétique, ça veut dire que la raison s'exprime par rapport à une hypothèse, c'est-à-dire par rapport à un but que nous avons posé. Si tu veux avoir le bac, mets-toi au travail. C'est-à-dire, il y a une condition ici, une hypothèse, tu veux avoir le bac. Donc une fois qu'elle est posée, il y a certaines conséquences qui en découlent, comme par exemple, je sais pas, voilà, de travailler, etc. Cela s'appelle un impératif de prudence. Hein. C'est-à-dire que cet impératif n'a rien de spécialement moral, hein, enfin juste pas immoral, hein, bien sûr, mais c'est pas ça la moralité, hein, ça n'a rien à voir. Par contre, quand je sais pas, on se retrouve dans une situation délicate où on a du mal à dire la vérité parce que on sent que dire la vérité va nous compromettre, mais on se sent quand même un petit peu honteux de mentir, on hésite un petit peu. Et vous voyez, quand on hésite comme ça, qu'on est un petit peu mal à l'aise, et qu'on entend, qu'on sent en nous-mêmes quelque chose qui nous dit tu n'as pas le droit de mentir, ou tu n'as pas le droit de faire une fausse promesse, ou tu n'as pas le droit de faire un faux témoignage pour te tirer d'affaire, eh bien, cela n'a rien à voir avec une finalité extérieure. C'est-à-dire que, en fait, peut-être que, par exemple, il me serait avantageux de faire un faux témoignage au tribunal pour me tirer d'affaire. Mais moralement, je sais que je ne peux pas. Donc, si vous voulez, si je raisonnais uniquement en termes d'impératif hypothétique, je me dirais, si tu veux t'en tirer au tribunal, fais un faux témoignage. Mais en fait, je sais que je n'ai pas le droit de le faire, non pas juridiquement, mais moralement. Je n'ai pas le droit, par exemple, d'aller accabler un innocent pour me tirer d'affaire. Bon. Et cela n'a rien à voir en fait avec un impératif hypothétique. C'est un impératif catégorique. À la limite, prenons un exemple plus subtil. Peut-être que je pourrais me dire ne va pas faire un faux témoignage, car cela risquerait de ruiner ta crédibilité. Donc là, impératif hypothétique, si tu veux être cru, ne va pas faire un faux témoignage. Même si je faisais ce raisonnement, en fait, je saurais quand même que moralement, je n'ai pas le droit de le faire. Si tu veux être bien vu, si tu veux passer pour quelqu'un d'honnête, évite de faire un faux témoignage. Non, c'est en fait, tu n'as pas le droit, tout simplement, moralement, de faire un faux témoignage ou d'accabler un innocent. Hein. Donc en fait, ici, vous voyez, il y a une différence entre l'impératif catégorique et l'impératif hypothétique, c'est-à-dire que il y a en nous une certaine voix qui nous dit tu n'as pas le droit de faire ceci. Et de façon catégorique, c'est-à-dire pas par rapport aux conséquences, pas par rapport aux avantages, pas par rapport à des conditions, hein, mais juste tu n'as pas le droit parce que tu n'as pas le droit. Alors, vous allez me dire, mais est-ce que cela prouve véritablement le fondement rationnel du devoir? Ici, je voudrais revenir sur un argument en fait que nous avons déjà vu, l'argument de la misologie. C'est un argument qu'examine Kant dans ce livre. Ah bon. Dans ce livre, plutôt. Fondement de la métaphysique des mœurs. 1784, je crois, hein, l'ouvrage majeur de Kant sur dans lequel il analyse la notion de devoir. Bon. Alors, dans les premières pages de cet ouvrage, Kant parle d'un problème que nous avons déjà évoqué en cours, le problème du bonheur. Kant se dit, bon, comme nous envisageons l'existence humaine et que nous voyons le sort des hommes, nous serions tentés de nous dire à quoi bon la raison, pourquoi la raison. Finalement, les bêtes qui ne possèdent pas la raison sont peut-être beaucoup mieux loties que nous pour ce qui est du bonheur, parce que elles n'écoutent pas, comme dit Rousseau, les conseils d'une raison égarée, d'un entendement sans principe. Hein. Et donc, en fait, les bêtes suivent simplement leur instinct et finalement, ça leur réussit mieux, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'elles écoutent cette voix naturelle qui leur commande d'aller vers ce qui leur plaît, bon, et qui est toujours bon pour elles. Tandis que les hommes, eux, se rebellent en fait contre la voix de la nature, contre l'instinct, et suivent leur raison, qui bien souvent en fait les mène à la ruine, à l'échec. Bon,
sorte d'issue malheureuse. Donc on pourrait se désespérer en fait du sort des hommes et se dire nous avons été mal lotis, l'homme est une drôle de bête. Hein, quand il veut faire la bête, il fait l'ange. Quand il veut faire l'ange, il fait la bête. Et donc finalement, la raison est une faculté inutile. Et Kant nous fait remarquer que cette façon de raisonner n'est pas la bonne. Et que quand, par exemple, un botaniste examine une plante, une espèce de plante, il part du principe que tous les organes de la plante doivent bien avoir une finalité. On ne peut pas partir du principe que certains organes de la plante peuvent n'avoir aucune finalité. Donc en fait, si nous ne percevons pas de finalité, c'est pas parce qu'elle n'existe pas, c'est parce que nous ne l'avons pas encore comprise. Et donc, si nous examinons avec cette même méthode l'être humain et que nous ne comprenons pas la finalité de la raison, si nous désespérons de la raison et si nous versons donc dans la misologie, comme je l'avais expliqué dans le chapitre précédent sur le bonheur, hein, c'est peut-être que nous n'avons pas compris le but de la raison. Et donc, quand on dit, mais au fond, la raison quant à sa possibilité de nous procurer le bonheur. Ce n'est pas le signe que la raison n'est d'aucune utilité, mais c'est peut-être plutôt le signe que la raison n'a pas vocation à nous donner le bonheur et que la raison est peut-être le moyen d'une finalité plus haute. Que la raison est peut-être le signe que l'homme n'est pas voué au bonheur, mais à quelque chose de supérieur, c'est-à-dire à la moralité. Et donc la thèse que Kant soutient de façon constante dans toute son œuvre, c'est que au fond, la finalité de la raison indique que l'homme a obéi à une finalité autre que la finalité du bonheur qui appartient à tous les êtres vivants, qui est commune à tous les êtres vivants, et que l'homme en fait obéit à un objectif plus noble, plus relevé, à savoir la moralité. Voilà. Alors demain, je vous posterai une autre vidéo pour expliquer cela dans le petit 3 et nous verrons que la moralité donne une valeur absolue à l'existence humaine et même constitue l'unique preuve de la liberté humaine. Voilà, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.